Bonjour à tous. Merci d'être là pour commencer ce nouvel atelier qu'on a intitulé donc de la révolution du modèle de paiement à la révolution des modèles de crédit. Et j'ai la chance aujourd'hui donc d'être accompagnée par Mathias de Bonjour. Julaya, bonjour, et Jean-Louis Mélenkwame, directement tout droit d'Abidjan. Donc je vous remercie d'être là. Et j'excuse aussi Hassan Bourgi de Jamo qui n'a pas pu se rendre malheureusement dernière minute. Donc il est avec nous sur la diapositive, j'ai envie de dire. Alors justement, le continent africain est un des pionniers en termes de mobile payment. Et en fait, nous, Européens, on a un petit peu du mal en fait, à dépasser et à faire ce leapfrog. Donc j'ai quelques chiffres juste pour illustrer un petit peu la puissance du mobile money. Et donc en 2022, ce sont quasiment 840 milliards de dollars qui ont transité. Et donc en fait, le continent à lui seul, il cumule 50% des comptes de mobile money dans le monde. Donc au fil du temps, les usages se sont étendus, on aura le temps de les évoquer aujourd'hui, mais ça a véritablement donc transformé la vie de centaines de millions d'Africains et boosté la croissance, l'économie financière et bien sûr l'inclusion. Donc voilà, aujourd'hui c'est conjugué bien sûr avec l'open banking et comment on résout ces problématiques de fragmentation. Bref, tout un champ d'opportunités à venir. Et donc en fait, sans plus tarder, j'aimerais quand même qu'on puisse donner la parole à mon collègue Sébastien, tout simplement pour vous donner les clés de Jamo, parce que vraiment on y tenait, c'est une pépite de la FinTech. Et donc Sébastien, je t'en prie. Merci Clara. Donc effectivement, Hassan, le CEO de Jamo, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui pour des sujets de visa, coincé dans des ambassades. Mais Jamo, en clair, aujourd'hui, est une fintech parmi les fintechs, est une des plus grosses levées de fonds récentes sur le continent. Et c'est un compte et une carte pour gérer son argent. Donc c'est vraiment le mobile money. C'est plus d'1 million d'utilisateurs. C'est le premier distributeur de cartes dans le pays. Et c'est surtout un onboarding client aisé, simple, qui séduit tout le monde, avec derrière une expérience de paiement simple, simplifiée, et surtout de la capitalisation de données. Et c'est sur cette clé de capitalisation de données d'utilisateurs, le comportement de paiement, l'argent qu'on reçoit, qu'aujourd'hui le continent africain est en train de muter, de passer du je paie avec mon mobile à un sujet qui est très important pour l'économie africaine. Je me finance avec mon mobile et je finance avec le crédit. Et là, derrière, on a deux intervenants qui vont nous expliquer comment eux ont réussi ce passage, qui est aussi un exemple pour nous sur le continent. Mais alors justement, Mathias, donc Julaya, il est sur le créneau de la clientèle professionnelle. Alors vous avez toute une solution, 100% en ligne, et en fait, raconte-nous ce que c'est. Comment ça marche? Quels sont les utilisateurs? Merci beaucoup Clara et BPI pour l'invitation. Donc en effet, comme tu l'as bien rappelé, depuis une quinzaine d'années, il y a eu la révolution du mobile money qui a eu lieu partout en Afrique subsaharienne et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, là où on opère, mais aussi au Sénégal, au Bénin, etc. Le point étant que c'est une technologie pour les consommateurs. Donc elle a été d'abord faite par une régulation, une réglementation spécifique des banques centrales qui ont proposé ces portefeuilles de monnaie électronique vraiment adaptés à la population. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont autorisé des niveaux de conformité plus faibles que les banques. Donc on peut ouvrir un compte mobile money aujourd'hui même sans carte d'identité. En Côte d'Ivoire, c'est possible. On est limité dans les transactions, mais c'est possible. Avec une carte d'identité, on peut faire plus de transactions. Jamo fonctionne sur la même réglementation et c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'acquérir beaucoup de clients qui sont des clients consommateurs. Maintenant, l'infrastructure mobile money qui commence à être systémique puisque aujourd'hui, il y a plus de transactions mobile money que de transactions bancaires dans la zone, en Côte d'Ivoire, en zone UMOA. Elle n'est pas connectée à l'infrastructure bancaire. Donc, c'est-à-dire que on va dire de manière générale, vous ne pouvez pas envoyer facilement de l'argent de votre compte bancaire à votre compte Orange Money. Donc si vous avez un compte EcoBank, vous ne pouvez pas facilement le faire. Il y a des travaux qui sont en cours, mais c'est assez récent. Là, nous, on s'est positionné, c'est que c'est déjà pas le cas au niveau consommateur, mais au niveau business, c'est encore pire. Parce que les business, ils ont des enjeux qui sont beaucoup autres que ceux des consommateurs. Donc, alors, je ne sais pas les slides, voilà. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est qu'au niveau du business, ils vont avoir des besoins spécifiques, notamment de pouvoir envoyer de l'argent
en masse des très gros volumes à plusieurs personnes. Donc nous, typiquement, on va travailler avec des clients qui ont besoin de payer beaucoup de bénéficiaires, ce qu'on appelle le bulk payment. Donc je donne un exemple, si vous allez à Abidjan, vous avez les gens qui nettoient les rues d'Abidjan, qui font partie de la municipalité. Avant, ils se levaient à 4 heures du matin pour aller faire le rang ou la queue pour recevoir leur argent en espèces. Aujourd'hui, ces milliers de personnes, parce que c'est des milliers de personnes, sont payées instantanément sur leur téléphone. Voilà. Que ce soit sur Orange Money, MTN, etc. Après, vous avez aussi, donc les business ont des besoins de collecter les espèces parce que vous avez des modèles de distribution qui font que aujourd'hui, pour toucher certaines populations, vous êtes encore sur des paiements en espèces, notamment dans les zones, ce qu'on appelle les provinces ou les zones rurales. À cet endroit, pour pouvoir sécuriser votre argent, il faut que vous ayez un moyen de le digitaliser. Et là, les opérateurs téléphoniques et les émetteurs de monnaie électronique, ils ont construit ces infrastructures qui sont les agents qui peuvent digitaliser le cash. Donc ça aussi, nous, on se connecte à eux et on permet de le faire pour les business avec une offre qui correspond un petit peu aux besoins des business. Alors, sur la slide d'après, donc, juste quelques chiffres. Donc, nous, on est présent dans 3 pays, Côte d'Ivoire, Sénégal et Bénin depuis peu. On a à peu près 1400 moyennes à grandes entreprises qui nous utilisent dans différents secteurs, la logistique, le transport, la sécurité, le BTP, les industriels, et puis un petit peu d'ONG et du secteur public. Maintenant, donc, sur l'année 2023, on devrait faire à peu près 200 milliards de francs CFA, donc ça fait, on va dire, 300 millions d'euros de flux de transactions. Et ça correspond à peu près sur les 3 pays à 100 000 salaires qui sont versés chaque mois à travers les différentes entreprises. Et enfin, donc, pour donner un petit peu la primeur sur ce qu'on est en train de construire pour le futur, donc le paiement, c'est une des premières briques, mais bien sûr, quand vous êtes entreprise, le paiement il est lié à votre capacité de vous financer. Et donc aujourd'hui, on a en pilote ce qu'on appelle un prêt agile qui, en fonction des transactions du client, permet d'emprunter sans avoir à donner ses états financiers, sans avoir à donner de garantie. Donc vous faites juste des transactions sur la plateforme et ça vous donne une capacité d'emprunt. Et après, vous utilisez cette capacité d'emprunt pour manager votre BFR et pouvoir acheter plus de produits. Justement, voilà. On reviendra sur cette question du scoring quasiment en direct. Mais je voudrais quand même passer la parole à Jean-Louis, donc directeur général d'Orange Bank Africa. Donc, vous êtes passionné d'Afrique, vous êtes quasiment en train de l'écrire aussi. Passionné d'histoire aussi et d'Afrique. Si je résume rapidement, donc Orange Bank, c'est la première banque digitale de l'UMOA. Vous comptez aujourd'hui plus de 1,3 million de clients. Et donc, vous êtes en train de lancer une première offre de microcrédit instantané 100% digital Tic-Tac. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Merci beaucoup, Clara. Avant Orange Bank, il y a d'abord Orange Money. Orange Money, c'est une success story que tout le monde connaît. Plus de 50 millions de clients sur le continent africain et au Moyen-Orient. Environ 11 millions de clients Orange Money en Côte d'Ivoire. 4 millions de clients Orange Money actifs. Et après 10-12 ans d'activité de mobile money soutenue, il s'est avéré qu'on pouvait passer à l'étape d'après en offrant justement des services de crédit et d'épargne. L'épargne est très importante, ne l'oublions pas. Donc c'est des services de crédit et d'épargne. Nous avons eu notre agrément en 2019 et nous avons lancé notre activité commerciale en juillet 2020. Donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que nous avons lancé les activités commerciales d'Orange Bank Africa. Ça se traduit simplement par une accessibilité de notre offre sur tout le territoire ivoirien. Dès lors que la 2G marche, la 2G, on peut devenir donc client d'Orange Bank. C'est une offre qui se traduit par l'instantanéité de la réponse. Lorsque vous êtes à l'autre bout du pays et que vous demandez un prêt, nous sommes en capacité technique de vous répondre en moins de 10 secondes. 10 secondes, c'est le temps qu'il nous faut pour effectuer donc l'analyse de score de l'emprunteur. Et c'est une offre également qui se traduit par une attractivité simple en termes de tarification. Nous sommes au niveau maximum autorisé par la BCEAO, c'est-à-dire 15% l'an. Dès lors que les prêts sont octroyés sur des maturités courtes, 1 mois, 3 mois, 6 mois, en fonction donc du montant. Les prêts vont de 5 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Mais dès lors que vous êtes sur des maturités courtes, évidemment, ce taux d'intérêt est réduit et nous coûtons moins cher que des institutions de microfinance
qui, elles, peuvent aller jusqu'à 23% de taux d'intérêt. Et nous sommes moins chers que nos pairs en Afrique de l'Est, où les taux d'intérêt pratiqués sont beaucoup plus importants. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 3 ans? 1 300 000 clients, vous l'avez dit. Plus de 230 milliards de francs CFA injectés dans l'économie ivoirienne. C'est important de l'indiquer. Ces 230 milliards de francs CFA n'auraient pas pu être prêtés si ces clients n'avaient pas rencontré Orange Bank, parce qu'en majorité, ce sont des clients qui n'ont pas accès aux services bancaires classiques. La femme qui vend de la banane au marché de Cocody, elle n'a pas de compte bancaire. L'ouvrier agricole dans la plantation de canne à sucre à Ferkessé-Dougou, il n'a pas de compte bancaire. En revanche, avec Orange Bank, il lui est possible de recevoir son salaire, par exemple, ou le chiffre d'affaires de sa vente de bananes. La possibilité leur est donnée donc de recevoir ce chiffre d'affaires sur leur wallet Orange Money, ou leur salaire sur le wallet Orange Money. Et c'est là où la belle histoire commence, puisque les usages réguliers que les clients ont sur leur wallet Orange Money, les usages réguliers qu'ils ont sur leur compte téléphonique Orange, nous permet de définir le profil de risque d'un individu X et d'un individu Y. L'un demandera 100 000, mais on ne pourra lui prêter que 10 000. L'autre demandera 1 million et nous lui prêterons 1 million parce qu'en moins de 10 secondes, nous arrivons à analyser donc le profil de risque des clients. C'est une révolution technique, en tout cas très importante, qui nous permet d'être à des niveaux de chiffres assez significatifs sur la Côte d'Ivoire. Et l'occasion est belle pour annoncer à notre auditoire donc, que hier, pendant que je me préparais pour ce big, hier, nous avons eu une belle nouvelle, une bonne nouvelle. La BCAO nous a donné le feu vert pour lancer nos activités donc, au Sénégal. Et donc, dans peu de temps, Orange Bank Africa aura une succursale au Sénégal. Et on parlera de peut-être 1,5 million, 2 millions de clients en Côte d'Ivoire, mais aussi de 1 million, 2 millions, 3 millions de clients au Sénégal. Je pense que cette installation au Sénégal est vraiment un élément important dans notre trajectoire. Bravo, donc ouverture au Sénégal, ouverture au Bénin, ça veut dire que on est vraiment au cœur de la révolution dans tous ces outils de FinTech. Et donc justement, en parlant de ces évolutions, on parle beaucoup d'open banking, de partage des données, etc. Alors, est-ce que ça vous concerne? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous partagez les données avec d'autres banques dans le monde de l'entreprise ou des consommateurs? Comment ça marche? Je peux dire un mot? Alors, le sujet de la data est un élément clé dans l'écosystème qui est le nôtre. La qualité de la donnée, l'exhaustivité de la donnée, la récurrence de son obtention, c'est ça qui nous permet de scorer monsieur et madame en moins de 10 secondes. Il faut qu'en moins de 10 secondes, nous sachions si madame paye sa facture d'électricité par Orange Money. Ça voudrait dire qu'elle est locataire ou propriétaire. C'est une indication de risque très importante pour nous. Est-ce que madame paye le péage de l'autoroute par Orange Money? Ça veut dire qu'elle a une voiture. C'est un élément de risque important. Est-ce que madame reçoit des flux in ou out réguliers sur son wallet, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. Les règlements de factures à la pharmacie, au supermarché, etc., etc. Si madame nous donne son feu vert pour que nous puissions avoir accès à ces données, ben, nous sommes en capacité de pouvoir l'accompagner régulièrement. Elle a le droit de dire non. C'est la raison pour laquelle dans le parcours client, pour devenir donc, client d'Orange Bank, la première question qu'on vous pose, enfin pas une question qu'on vous pose, mais les conditions générales d'utilisation qu'on vous fait signer, on vous le dit explicitement. En signant ces conditions générales d'utilisation, vous consentez à donner vos données, à partager vos données à Orange Bank Africa. Et ça, c'est un élément clé qui nous permet de faire notre travail. Si nous n'avions pas accès à ces données, ben, nous ne pourrions pas accompagner les opérateurs économiques. Maintenant, le partage de données entre confrères, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, en tout cas dans la zone UMOA. C'est quelque chose qui va peut-être arriver un jour, parce que dans certains marchés, ça se fait. Il y a un projet structurant sur la place, c'est l'interopérabilité.
ce qui permettra en fait de banaliser les transferts d'argent entre émetteurs de monnaie électronique et banques. Notamment un client de Orange Money pourra transférer de l'argent sur un compte bancaire de façon banale, tout comme un client de MTN Money pourra créditer le compte bancaire d'une autre personne. Ça n'existe pas encore aujourd'hui de façon fluide et ça va se faire dans les prochains trimestres. C'est un projet que la BCAO porte. Mécaniquement, il y aura des données donc, qui seront plus ouvertes à l'écosystème bancaire et financier de la place, de l'UMOA. Et ce sont les clients qui vont en bénéficier puisque autant le mieux la banque est outillée, alimentée d'informations pour définir le profil de risque de son client, le mieux elle peut l'accompagner. Donc tout le monde sera bénéficiaire de cette ouverture que l'interopérabilité va apporter. Évolution donc à venir. Est-ce que, Mathias, vous avez cette même dynamique dans la gestion de vos données, dans le scoring de vos clients? Est-ce que vous êtes aussi dans cette lignée J'aimerais d'abord rappeler sur la partie régulation. En Europe, on a eu DSP1, DSP2, il y a même DSP3 qui devrait sortir 2026, quelque chose comme ça. En Afrique, très peu de pays ont même eu un DSP1. Donc, par exemple, en UMOA, il n'y a pas encore eu DSP1, même si ça va bientôt sortir. Donc, ça fait que DSP1, c'était quoi? C'était les établissements de paiement. C'est-à-dire, en tant que plateforme en ligne, je prends de l'argent pour le compte de quelqu'un, par exemple un site e-commerce, je garde l'argent pour ce site e-commerce et puis je lui renvoie sur son compte bancaire. Aujourd'hui, il n'y a pas cette réglementation encore dans notre zone. Donc, les sociétés qui le font en accord avec les banques, mais sans cadre réglementaire extrêmement précis. DSP2, c'est quoi? C'est maintenant, en tant que banque, je suis obligé de partager mes informations à tout acteur fintech ou autre banque qui voudrait y avoir accès avec le consentement du client. Et ça, c'est très important parce que justement, ça permet de faire des nouveaux modèles de crédit, d'accéder à d'autres données de manière beaucoup plus fiable et de pouvoir faire du scoring. Donc, c'est clair que l'enjeu de la data, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne le fait que sur nos propres données parce que sur les autres données, elles sont chères à acquérir ou alors peu fiables. Parce que ça va être des états financiers qui ne sont pas forcément extrêmement, on va dire, rigoureux. Donc, je pense qu'on attend avec impatience aussi l'évolution de la réglementation dans la zone pour pouvoir débloquer pas mal de use case fintech. Et l'interopérabilité, c'est aussi quelque chose qui est très attendu. On parle beaucoup sur les marchés émergents des digital public infrastructure. Et je pense qu'il y a eu des exemples extrêmement inspirants, comme en Inde, avec UPI. Donc là, l'État a dit, voici la plateforme d'interopérabilité. Bon, c'est assez complexe, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et voici aussi le système d'identification pour accéder à cette plateforme. Donc, ils ont réussi à digitaliser tout ce qu'on appelle le KYC, ou la connaissance de la conformité du client. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi attendu, parce que sans avoir l'identité des personnes, aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup plus de choses, mais on ne peut juste pas parce qu'il y a trop de fraude. Et parce que quand on n'est pas capable d'estimer la fraude, les banques se limitent. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas envie d'aller toucher les populations, c'est que vu les niveaux de fraude, comme on ne connaît pas les clients, on ne peut pas faire autant de crédits qu'on voudrait. J'allais justement vous relancer sur cette question de fraude qui doit être extrêmement importante. Clara, comment vous la mesurez? Je voulais juste, peut-être avant de passer sur la fraude, juste embrayer sur un point important qu'il a évoqué. Il a parlé de régulation. En fait, la loi bancaire en UMOA est en train de changer. Il faut bien le noter. Et la BCAO, donc la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, prévoit dans la loi bancaire des articles de loi justement qui encadrent l'activité tout ce qui est autour du digital, pour dire les choses simplement. Et deuxième chose, la BCAO a créé un bureau de connaissance des fintech. Donc la BCAO se modernise en se rendant disponible pour avoir un contact, un dialogue direct avec les fintech, savoir un peu où elles vont, ce qu'elles peuvent faire et mieux gouverner l'écosystème autour de la digitalisation. Ça, c'est un point important, d'avoir un régulateur qui montre quand même des signaux de bonne phase avec les acteurs du digital. La deuxième chose, c'est ce que font les États. Je discutais hier avec des représentants de l'État du Bénin. Le Bénin est un exemple en la matière sur la façon d'envoyer les paiements digitaux dans la banalisation des transactions, qu'il s'agisse donc des services de l'État ou même
on me parlait des commerçantes qui vont être animées en la matière. Si je prends l'exemple d'un pays comme la Côte d'Ivoire, au niveau des impôts, au niveau du cadastre, au niveau de la douane, toutes des mesures, enfin il y a un ensemble de mesures qui sont en train d'être prises donc, pour faciliter les paiements aux usagers. Et ça va dans le bon sens. Quand on a un régulateur supranational et des États qui sont en phase avec la dynamique impulsée par le secteur privé, voilà, on se projette dans 5 ans, 10 ans, on aura une transformation véritable de nos écosystèmes. C'est sûr, indispensable qu'il y ait un cadre des autorités qui aille dans le bon sens et ça a l'air de l'être. Et donc du coup, je voulais revenir quand même sur la question que Mathias, tu as abordée sur le sujet de la fraude. Parce que si on peut ouvrir un compte sans même une carte d'identité ou tout autre type de fraude, comment ça marche? Comment on l'adresse? Est-ce qu'on sait la mesurer? Enfin, comment on fait? Bon, déjà, il faut savoir, en Côte d'Ivoire, tout le monde n'a pas une carte d'identité. Même en Afrique, c'est soit parce que les gouvernements n'ont pas mis assez les moyens pour les donner, soit aussi parce que c'est assez difficile pour les populations d'y avoir accès, il y a un taux d'analphabétisme, etc. Donc, aujourd'hui, si vous excluez les gens qui n'ont pas de carte d'identité du système financier, vous pouvez laisser 30% de la population. Voilà. En Côte d'Ivoire, il y a les attestations d'identité, par exemple. Donc, ce qu'a fait le régulateur, c'est qu'il a dit « Ok, j'accepte un certain risque. » Donc, je donne un exemple sur sur la zone UMOA, jusqu'à 300 € par mois, vous pouvez avoir un compte sans pièce d'identité. Mais 300 € par mois, ça peut couvrir 20 à 30% de la population qui vit avec ces moyens. Et donc, ça a été vraiment l'élément clé. Hein. C'est ça qui a débloqué les ouvertures de comptes. Parce que pour ouvrir un compte bancaire, la liste des documents, ce n'est pas juste une carte d'identité, c'est une facture d'électricité, etc., etc. Donc ça a été l'élément clé qui a permis cette évolution. Maintenant, vous avez notamment l'importance des bureaux de crédit. Au Kenya, par exemple, il y a un bureau de crédit qui est assez efficace et qui permet de mesurer le risque pour les banques en disant si moi j'ai emprunté chez Orange Money, je ne peux pas aller emprunter ailleurs si je n'ai pas remboursé mon prêt Orange Money. Et ça, par exemple, c'est pas encore Orange Bank, pardon. Orange Bank et que j'ai décaissé sur mon Orange Money. Au niveau du bureau de crédit, aujourd'hui, les informations ne sont pas forcément extrêmement partagées. Et donc, il y a aussi là des améliorations à faire pour que vous puissiez interroger directement le bureau de crédit en disant, voilà, est-ce que cet individu, via sa pièce d'identité ou son attestation d'identité, est-ce qu'elle est titulaire d'un prêt ou pas? Est-ce qu'elle a déjà fait défaut sur un prêt ou pas? Et ça permet aussi d'éduquer parce que quand vous n'avez jamais fait de prêt, les populations, même si le pricing, je ne sais pas si ça arrive chez les prêts Orange Bank, mais même si votre prêt il est extrêmement simple, quelqu'un qui n'a jamais pris de prêt n'est pas forcément conscient des enjeux de qu'est-ce qui se passe si on est en retard. Et quand on prend un prêt auprès de la famille, si on est en retard, on dit voilà, je vais le rembourser un peu plus tard, etc. Auprès d'une institution financière, si on est en retard, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. En France, vous allez être interdit bancaire, etc. si vous faites défaut sur votre prêt. Mais justement, je fais la transition parce que voilà, donc tout ça contribue à rendre l'économie plus lisible, en partie, il y a des évolutions, etc. Et comment est-ce qu'on adresse du coup le challenge de l'éducation financière? Comment on explique ça aux gens? Comment on les intègre dans cet écosystème? Et je pense que Orange Bank, vous avez des défis, mais aussi des choses qui sont déjà faites, notamment des applications en langue locale en développement ou des choses comme ça. Donc, est-ce que vous pourrez nous donner votre point de vue sur cette question de l'éducation financière? L'éducation financière, effectivement, est un élément clé du succès de modèles d'affaires mass market comme les nôtres. Le premier point à indiquer, c'est qu'effectivement, dans la population qui est cliente donc, chez nous, on a de tout le monde, des lettrés, des demi-lettrés, des illettrés. Donc il faut se mettre au niveau de cette population pour tous les types de produits que nous commercialisons. Le crédit, Mathias en a parlé, nous avons une impérieuse nécessité de bien expliquer à nos clients qu'un crédit, il engage, et donc qui doit être remboursé en temps et en heure. S'il n'est pas remboursé en temps et en heure, on a non seulement des pénalités à payer, mais on va être fiché au bureau d'information sur le crédit, et c'est assez dévastateur en termes d'image pour la construction d'un individu dans la cité. Donc ça, c'est des éléments qu'on n'hésite pas à passer.
Donc on le fait dans les conditions générales d'utilisation. On l'indique également dans les tutos qu'on met sur nos plateformes. On est en train de travailler sur la définition de tutos en langue vernaculaire. On n'est pas encore arrivé au parcours client en langue vernaculaire avec une aide audio, mais c'est des choses qui se font. En Chine, on sait embarquer ces choses-là facilement pour les usagers et la digitalisation est à un niveau très abouti dans un pays comme la Chine. Ça doit être un exemple pour nous. On doit également travailler sur le volet épargne. D'ailleurs, pour bénéficier d'un prêt Orange Bank, un prêt Tic-Tac, il faut avoir 30% du montant du prêt en épargne. C'est un élément important pour nous parce qu'en cas d'impayé, c'est un coussin qui permet d'amortir un peu le choc. 30% en épargne, l'argent appartient au client, il y a un taux d'intérêt. L'épargne est rémunérée chez Orange Bank. Mais il faut que les gens comprennent que le réflexe de l'épargne, il est en leur faveur, il leur est bénéfique à terme. Non seulement il leur permet de prendre un crédit, mais il leur permet aussi d'accumuler de l'argent qui pourra servir lorsqu'on aura des coups durs. Donc, volet éducation, pédagogie sur l'épargne, c'est très important pour nous et les gens le comprennent. On a l'épargne captée par Tic-Tac qui grossit mois après mois et nous pensons que les gens comprennent que c'est dans leur intérêt d'avoir cette épargne. Donc, l'enjeu, c'est le fait de pouvoir embarquer les langues vernaculaires. Et si ma responsable de communication, Liliane Kipré, m'entend, il faut qu'elle comprenne que ce challenge, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, aujourd'hui, on m'interpelle là-dessus au BIG, donc il faudrait le faire. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes juste pour conclure et peut-être prendre quelques questions du public, parce que l'atelier de ce jour, on parle quand même de révolution. Le thème de BIG cette année, c'est la fierté. Donc, quelle serait pour vous une révolution dans ces modèles de crédit demain sur le continent africain et sur lequel, du coup, on en serait d'ailleurs très fiers. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver ? Beaucoup de choses. Moi, je pense que l'avantage du digital, c'est de rendre les choses plus simples. Aujourd'hui, prendre un prêt immobilier, toutes ces étapes de la vie sont assez stressantes. C'est long, c'est beaucoup de paperasse. Et l'avantage du digital, c'est que ça permet de le faire de manière beaucoup plus simple. Donc, en effet, ça rejoint l'idée d'éducation, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'être un expert de faire beaucoup de recherches. Vous pouvez être accompagné. Et donc, pour moi, c'est de dire, je parle pour la partie entreprise, je laisserai Jean-Louis parler la partie consommateur, mais c'est de dire, OK, c'est pas grave, vous n'êtes pas un expert en finance, mais vous allez pouvoir vous améliorer parce que votre prêt qui va vous permettre d'augmenter votre besoin en fonds de roulement, d'acheter une machine-outil, etc., on vous le fait et on a analysé votre capacité de remboursement de manière automatique grâce à vos données. Et donc, vous allez pouvoir faire grossir votre entreprise, devenir une entreprise qui va atteindre un niveau supérieur. Et là, vous allez pouvoir acquérir les compétences. Parce que souvent, c'est ces effets de seuil. Quand vous êtes une moyenne ou une petite entreprise, vous ne pouvez pas avoir un comptable, vous pouvez pas avoir... Et donc, vous avez beaucoup de choses à gérer. Donc, c'est l'idée de passer à cette étape, de passer à cette échelle pour devenir une entreprise beaucoup plus grosse. Jean-Louis. La révolution, ce serait de prendre 2 ou 3 usages. Le crédit sur le lieu de vente, par exemple. Combien de femmes ne peuvent pas acheter une table à manger ou un fauteuil parce qu'elles n'ont pas de l'argent, elles n'ont pas suffisamment d'argent sur place. Mais se rendre dans une boutique, tomber sur un bien qui nous plaît et pouvoir l'emporter chez soi parce que séance tenante, on a pu bénéficier d'un crédit digital agile tout de suite qui permet donc au vendeur d'y trouver son compte en encaissant son chiffre d'affaires, à la dame de repartir avec son fauteuil et à la banque d'avoir poussé un crédit intéressant à un client scoré en temps réel. Imaginez la multiplication d'usages sur ce concept. Ça vaut pour l'achat de biens, ça vaut pour le paiement des impôts. Combien de personnes sont en infraction vis-à-vis des impôts parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent tout de suite pour payer leurs taxes ou leurs impôts? On peut penser à un Tic-Tac qui serait tout de suite disponible et affecté
à la Direction générale des impôts parce que sinon on est tout de suite en infraction, on paye des frais supplémentaires, des pénalités, etc. Je pense aussi à l'immobilier. Pensez à cette dame dont je parlais tout à l'heure qui vend de la banane au marché de Cocody. Cette dame qui aujourd'hui traite beaucoup avec de l'espèce, elle est inconnue au bataillon. Je ne la connais pas, il n'y a pas de transaction Orange Money. Et demain, quand elle tapera à la porte de n'importe quelle banque pour demander un prêt immobilier, personne ne lui répondra. Je souhaiterais convaincre cette dame de faire passer son chiffre d'affaires tous les jours sur Orange Money, en arrivant à convaincre ses clients de payer directement par Orange Money ou en faisant du cash-in sur son compte Orange Money avec les espèces qu'elle aura encaissées dans la journée. Donc tous les jours, avoir le réflexe donc, de charger son compte Orange Money. J'aimerais qu'un jour, Orange Bank puisse parler avec cette dame et lui dire Madame, avec les 200 000 francs de chiffre d'affaires que vous faites passer sur votre compte Orange Money, vous êtes éligible à un crédit immobilier de 10 millions, de 20 millions de francs CFA, donc l'immobilier social, qui est en train d'être développé par les pouvoirs publics ivoiriens. Et cette dame deviendra propriétaire. Aujourd'hui, elle a 0% de chance de devenir propriétaire. Et donc, nous, on souhaiterait accompagner ce type d'initiative. On y travaille et je pense qu'il y a un marché pour ça. Une véritable révolution, évolution. Et donc, je vais juste proposer à Sébastien, avec qui nous avons travaillé sur cet atelier, pour qu'il puisse apporter quelques éléments de conclusion. C'est lui l'expert quand même. Et bien sûr, prendre des questions. J'ai noté questions juste devant. Expert, oui et non, mais on voit bien, effectivement, dans ces modèles digitaux, à la fois sur le paiement, qu'on va analyser le comportement, qu'on va connaître notre persona. Ce persona, on va pouvoir développer du crédit. Et derrière, on sent les enjeux pour le continent. C'est l'inclusion, c'est l'injection d'argent dans l'économie, c'est le développement et la croissance du continent. Moi, ce que je retiens quand même de ce que vous nous avez dit, Mathias et Jean-Louis, c'est aussi, pour pouvoir délivrer ce service client, c'est la notion de simplicité. Donc, c'est-à-dire un onboarding simple, parler à l'utilisateur pour savoir ce qu'il peut avoir, comment il peut l'avoir, et de manière simple et fluide. Et surtout, ce qu'on retient aussi beaucoup dans le monde des fintech, et dès qu'on veut se déployer sur des sujets fintech, c'est l'importance du service client. Jean-Louis, tu as bien insisté sur les tutos, sur la façon dont on onboard. Et ça, service client, c'est aussi un des enjeux clés pour moi, si on veut commencer à déployer du crédit. Voilà, c'est cette éducation, c'est l'accompagnement pour effectivement nourrir la pompe et irriguer la pompe et ensuite nourrir l'économie. Voilà. S'il y a des questions, je vais faire passer le micro. Merci pour vos interventions. Alors moi, je suis chef d'entreprise basée au Sénégal et on propose en fait du mobilier fabriqué au Sénégal et très souvent, des clients font appel à nous en demandant des paiements en plusieurs fois. Et quand vous avez tout de suite parlé des tables à manger et des canapés, tout de suite, ça est revenu à la question que me posent beaucoup de clients pour le paiement en plusieurs fois. Et comment, moi, je suis un peu frileuse par rapport au risque. Et donc, du coup, je me demande, en fait, si vous avez des solutions à proposer, aussi bien pour le consommateur et que nous aussi, en tant que fournisseurs, et pour leur proposer, en fait, des solutions adéquates. Je viens de rencontrer la première cliente d'Orange Bank au Sénégal. Bravo. Oui, évidemment, nous avons des outils pour apprécier le niveau de risque du client que vous n'avez pas. Et vous n'êtes pas une banque. Faire crédit à la personne qui vient acheter vos meubles, c'est aussi supporter indirectement des charges bancaires parce que vous avez emprunté pour fabriquer. Il y a le compteur des intérêts qui tourne à la banque et puis le chiffre d'affaires n'est pas rentré. Donc vous allez avoir le compteur des intérêts à votre charge qui va continuer à tourner parce que le chiffre d'affaires n'est pas rentré. Nous, notre métier, c'est justement d'identifier la qualité de la personne qui est en face de vous et de pouvoir vous dire en temps réel. L'idée ici, le maître mot, c'est vraiment l'agilité. Le digital le permet. C'est qu'en temps réel, nous pouvons répondre à la question simple. Orange Bank, pourrais-je faire crédit, pourrais-je libérer ma table à cette dame
pour autant que vous soyez confortable à lui faire crédit. Et moi, j'analyse en fait en moins de 10 secondes le profil de risque de cette dame et je vous réponds oui, vous pouvez libérer la marchandise, je vous envoie votre argent dans les 24 heures. C'est le deal qu'on va passer, c'est un deal à 3. Et nous pensons qu'il y a un vrai marché pour ça. C'est quelque chose qui est banal. Aujourd'hui, CTLM, Sofenco, ils ne font que ça. Et nous, avec le digital, nous pouvons aller même à un cran au-dessus avec une puissance d'intervention qui sera favorable à tout le monde, vous, les clients et nous. Mathias, Jean-Louis, Sébastien, un grand merci. Je vous propose de continuer à networker en extérieur. Merci beaucoup. C'est la fin de notre Merci. atelier Merci à vous. sur la révolution des modèles de paiement à la révolution des modèles de crédit. Merci Clara.